18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche Kinshasa Direct. Un lundi avec beaucoup d'actualités. Nous serons au niveau de Makala. Là, on va parler du procès de Vital Kamerhe, l'heure de la vérité. Aujourd'hui, on a vu un Vital Kamerhe très serein, très calme. Est-ce que ça présage quelque chose de bon pour le compte du directeur de cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Autre dossier brûlant, c'est celui de l'Assemblée nationale. Le sort de Kabound est-il scellé? Voilà, donc aujourd'hui, nous aurons deux invités qui seront simultanément sous forme d'un débat pour pouvoir un peu éclairer. Ce sont tous des juristes. Aujourd'hui, nous aurons droit à vraiment une sauce juridique, question d'enlever un peu des malentendus, parce qu'il y a beaucoup d'experts en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui on a voulu aller juste à la source, voir des juristes pour nous éclairer sur ces dossiers judiciaires. Robert Kaenga, juriste cadre de l'AVC, c'est un avocat, il est dans la profession. Christian Emango, il est aussi avocat, il est aussi juriste, mais lui il est assistant de Jean-Jacques Mamba. Vous savez que Jean-Jacques Mamba, cette notion de flagrance qui continue aussi à défrayer la chronique juridique. Voilà voilà nos invités de ce soir. Tout à l'heure. La République démocratique du Congo avec ses réalités. Donc nous venons de l'apprendre tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale. La retransmission a été suite un peu à des bagarres qu'il y a eu là, mais nous allons y revenir dans nos prochaines heures, dans les prochaines éditions pour savoir un peu la suite, surtout par rapport à la pétition, contre le premier vice-président de cette institution. Le tout premier dossier, le dossier Kamerhe, l'heure de la vérité. Monsieur Robert Kaenga, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà. Christian Emango, assistant de Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes aussi juriste, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David pour l'invitation que vous nous avez faite. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Robert, vous avez suivi le procès. Aujourd'hui, on a senti un Vital Kamerhe très serein, très sûr de lui-même. Ça montre qu'il risque vraiment d'avoir une issue favorable pour lui. Non, à cette étape de la procédure, je pense qu'il est trop prématuré de conclure sur le sort de l'honorable Vital Kamerhe ou de son acquittement ou de sa condamnation. L'instruction ne vient à peine de commencer parce que la première audience était une audience d'identification des prévenus. Le tribunal s'était limité à identifier tous les prévenus. Alors l'instruction proprement dite n'a commencé qu'aujourd'hui et donc il a répondu à quelques questions. Il y a des témoins qui ont été invités. Nous estimons que les témoins viendront donner des témoignages. Et en tout cas, à cette étape de la procédure, c'est vraiment prématuré de conclure à son acquittement ou à sa condamnation. Voilà. Est-il que nous, parce que c'est un autre allié, nous estimons, nous souhaitons qu'il soit acquitté. Voilà, ça c'est votre souhait, vous voulez qu'il soit certainement acquitté, mais déjà la réalisation, si les prêtres, il y a un élément qui va passer même dans les journaux sur Vital Kamerhe. Alors la réalisation, si elle est prête, elle va devoir nous balancer cet élément. Vous allez suivre les déroulés de l'audience de Vital Kamerhe pour voir réellement si les choses vont devoir aller en sa faveur. Mais nous avons aussi Christian Emango, vous êtes assistant de Jean-Jacques Mamba. Vous aviez suivi aussi l'audience, la deuxième comparution de Vital Kamerhe. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont que, c'est comme je l'avais dit autrefois, aussi longtemps qu'on va s'acharner sur Vital Kamerhe concernant en particulier l'infraction de détournement de deniers publics, moi je pense que ça a été une diversion, ce procès que nous sommes en train de suivre. Une diversion? Oui, c'est une diversion. Pourquoi vous dites ça? Parce que, au vu de ce qui nous était présenté, au vu de tout ce qui a circulé déjà dans les réseaux sociaux, ce qui est vrai,
les parties, ou je dirais le parquet, à certaines pièces que nous ne détenons pas. Mais au vu de ce qui avait déjà circulé, la grande question, et c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui, Vital Kamerhe a dit qu'il fallait faire un procès pièce par pièce. Et le ministère public a eu du mal, l'accusation a eu du mal à présenter les pièces qui puissent démontrer qu'il y avait effectivement détournement. Et c'est comme ça qu'on a entendu Maître Kalouba dire déjà que le détournement est une infraction intellectuelle. Je ne sais pas si c'est déjà un aveu de pouvoir perdre les procès à la longue, mais c'est qu'il y a lieu d'indiquer et que ce procès est une diversion et on le constatera, c'est une part belle qu'on a offerte à Vital Kamerhe et il risque de s'en sortir. Voilà, une diversion, M. Robert Kaenga, pour, et pour le paraphraser, mais pour aussi, on a suivi l'un des avocats de la République qui a dit à Vital Kamerhe, vous n'allez pas vous en sortir. C'est déjà quelque chose qui est déjà fait à l'avance, donc Vital Kamerhe est déjà condamné. Je veux revenir sur ça. Mon co-débatteur tout à l'heure a dit que c'était un procès de diversion et il dit par rapport à ce qui était dit dans les réseaux sociaux. Donc c'est un procès de diversion par rapport à ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Vous l'avez présenté comme étant un juriste comme moi, mais il estime que c'est une diversion par rapport à ce qui est dit dans les réseaux sociaux. J'aurais bien voulu qu'il dise que c'est une diversion par rapport aux lois de la République, par rapport au déroulement réel d'un procès, mais il dit que ce procès est une diversion par rapport à ce qui est dit dans les réseaux sociaux. C'est déjà quelque chose déjà qui témoigne que ce qu'il dit n'est pas fiable, n'est pas correct. Comment un juriste peut dire que c'est une diversion uniquement par rapport à ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux? Déjà, ça montre que ce n'est pas une diversion, il n'a pas un argument. Il agence encore tout à l'heure pour dire que le prévenu Vital Kamerhe a dit qu'il va plaider pièce par pièce. S'il est réellement juriste et praticien du droit, en matière pénale, ce n'est pas les pièces qui parlent. La preuve en matière pénale, elle est non seulement libre, mais elle n'est pas aussi hiérarchisée. Tu peux apporter n'importe quelle preuve que tu voudras. Mais ce qui compte en matière pénale, c'est l'intime conviction du juge. L'intime conviction. Arrêtez-vous par là, on revient. On revient, donc vous avez la parole, on va revenir. Alors, tout à l'heure, on balance l'élément sur Kamerhe, puis on revient, comme vous avez la parole. C'était Vital Kamerhe très offensif et posé lorsqu'il s'est présenté à la barre pour répondre aux questions du juge, parmi lesquelles celles relatives à son rôle joué dans la gestion du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur de cabinet du chef de l'État a dénoncé d'abord sa détention, demandant au tribunal de lui apporter des explications claires au sujet de son arrestation et son incarcération depuis le 8 avril à Makala. Vital Kamerhe, très serein dans sa posture, a fustigé la procédure judiciaire et appelé par ailleurs à laver son honneur. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit élever les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer tel entrée. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Après confrontation, argument contre argument, la Cour a décidé de programmer la prochaine audience au 3 juin 2020, au cours de laquelle plusieurs témoins cités devront être auditionnés. Parmi les personnes régulièrement citées figure le nom de l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, qui devra s'expliquer sur son rôle à jouer dans les dossiers Sami Jamal, qui devra s'expliquer dans les dossiers des maisons préfabriquées. Il y a aussi les gouverneurs de la Banque centrale, le ministre des Finances, pour ne citer que cela. Vital Kamerhe et ses co-accusés sont poursuivis pour blanchiment d'argent, la surfacturation, corruption dans la gestion du programme des 100 jours du chef de l'État. La prochaine audience pourrait apporter d'autres révélations.
Voilà, Monsieur Robert, vous aviez la parole. Ok, Voilà. j'étais en train de dire tout à l'heure, mon co-débatteur, que vous avez présenté comme juriste comme moi, qui se permet de dire qu'en procès pénal, comme l'a dit le prévenu Vital Kamerhe, peut-être parce qu'il n'est pas juriste ou il n'est pas avocat, il l'a dit, nous le lui concédons, pièce par pièce, c'est bien de produire les pièces, mais ce qui est plus important, c'est de rechercher l'intime conviction du juge. Le juge peut même bypasser les pièces et se fonder sur une déclaration seulement et condamner ou acquitter quelqu'un. Alors le juge pénal n'est pas lié à des pièces comme si nous étions dans un procès civil où il y a une hiérarchie, même de preuves. Mais ici, le juge pénal, il est libre de choisir quelle est la preuve qui lui convient et qui a touché son intime conviction pour se prononcer, pour acquitter ou condamner. Donc ce n'est pas un problème de pièce par pièce, ce n'est pas un problème de diversion. La diversion, on ne peut pas la faire devant le juge, devant le tribunal. Et une diversion par rapport à quoi? On ne nous démontre pas, mais nous estimons, nous encourageons la justice à faire son travail parce que nous voulons qu'il y ait un état de droit. Tout à l'heure, vous nous avez posé la question. Il a dit aussi, il a ajouté à ce qu'il a dit maître Dieudonné Kalouba lorsqu'il dit que l'infraction de détournement est une infraction des hommes intelligents. Pour détourner les fonds, les deniers publics, ce n'est pas un Mama Déby Poupoula qui peut le faire. Il faut être d'abord un intellectuel, un homme intelligent pour le faire. Ce n'est pas une infraction qui est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas comme le vol simple. Tout le monde peut venir, il trouve Jean-David, vous êtes distrait, et puis il prend votre téléphone, il vous vole, il part. Mais les deniers publics, pour sortir l'argent de la caisse de l'État, il faut une certaine intelligence. Il faut connaître comment fonctionne l'appareil de l'État et comment contourner cet appareil jusqu'à se faire payer, jusqu'à détourner les fonds de l'État. Et c'est une infraction des hommes intelligents. Ce n'est pas une infraction des hommes moyens, non, c'est des hommes très intelligents qui peuvent détourner. Alors je ne voudrais pas dire que Vital Kamerhe est un homme très intelligent, mais tout le monde l'affirme que c'est un homme extrêmement intelligent. Donc il ne peut pas, s'il est vrai qu'il a commis ces faits-là, il ne peut pas le commettre comme un homme ordinaire. Alors tout à l'heure vous avez dit aussi, l'avocat de la République a dit que le prévenu ne va pas échapper. Ça c'est un droit le plus fondamental d'une partie au procès. L'avocat n'est pas le magistrat pour être impartial. Ça vient d'où ce que les gens disent? L'avocat est partial, il occupe pour une partie. Pour l'avocat, cette partie doit être condamnée. Point barre. Pour la République, M. Kamerhe a commis les faits. Pour le ministère public, il a commis les faits, il doit être condamné. Mais c'est le juge qui doit être impartial. C'est le juge qui doit entendre tout le monde, qui est libre, qui doit pas avoir de parti pris. Mais un avocat dans un procès, il n'est pas impartial. Il a une partie qu'il défend. Et pour lui, pour la République, Vital Kamerhe a commis ces faits-là et il doit être condamné. Il est tout à fait normal qu'il dise que c'est de bon droit. Ils disent dans sa plaidoirie que monsieur le prévenu ne va pas échapper au regard des éléments qu'il détienne. Et ça, c'est un droit. On ne peut pas dire en le disant ainsi, ce n'est pas pour dire que c'est déjà un procès qui est déjà monté. Et de quel droit Vital Kamerhe se déclare qu'il est innocent? De quel droit ses avocats disent qu'il n'a pas commis les faits? De quel droit ils disent ça? Donc, ils ont le droit de dire qu'il est innocent, il doit être acquitté. Et l'autre partie, s'il ne veut pas dire non, non, pour nous, il doit être condamné. Quand il dit ça, non, le procès est déjà boutiqué, tout est déjà préparé. Non, ça, ce n'est pas une bonne façon d'interpréter les choses. C'est une bataille judiciaire qui est loyale. Les avocats de M. Vital Kamerhe affûtent leurs armes et leurs arguments. La République aussi a des arguments, ils affûtent. Seul le juge a le droit d'être impartial. Mais les avocats de Vital Kamerhe ont leur parti Vital Kamerhe qu'ils défendent à tout prix. Et la partie République aussi a ses avocats qui disent que pour eux, les faits sont fondés et qu'ils doivent recevoir réparation du préjudice. Voilà. Les faits sont fondés, ils doivent recevoir réparation du préjudice. Et en plus, pour la République, Vital Kamerhe doit certainement être condamné. Jean-David, j'aimerais d'abord faire remarquer que vous devez jouer le rôle du juge, comme on est en train de voir dans le procès, d'être équitable. Ça veut dire... Il a toujours été. Non, oui, mais oui, de repartir la parole de manière équitable, parce que je commence déjà à remarquer que vous donnez plus de temps à mon contradicteur vous êtes dans votre qu'à moi. Vous êtes dans votre alors, bien, merci beaucoup. Je vais commencer par le point de l'équité ici, parce qu'on est en train de dire que le juge va fonder sa décision sur son intime conviction. Je veux bien, mais l'intime conviction, ça veut dire que nous commençons déjà à aller vers l'équité, alors que ici, maître sait très bien que lorsqu'on parle de l'infraction de détournement, c'est pour ça que je dis que ce procès ici, c'est un procès de diversion. Rien à voir avec la chanson d'état de droit dont on est en train de nous parler, parce que ce n'est qu'une pure diversion. Je vous donne les éléments. Quand vous dites que
l'infraction de détournement est une infraction, en fait, moi j'ai entendu Maître Kalouba, que j'ai beaucoup de respect, que je connais très bien, ne pas dire que c'est une infraction intelligente, mais c'est une infraction intellectuelle. Je pense que c'est peut-être qu'il a fait allusion aux propos de Vital Kamerhe lors de l'audience qui s'est passée, je pense au début du mois. Alors, dès lors qu'on est en train de parler du détournement, eh bien, il faut savoir que pour détourner l'argent de l'État, il faut occuper une position qui permette à ce que vous soyez en mesure de pouvoir utiliser cet argent-là. Ça veut dire de pouvoir prendre une décision pouvant orienter cet argent-là dans une direction ou dans une autre. Or, ici, dans les cas qui nous concernent, lorsque vous êtes en train de gérer le fonds public, il y a des actes qu'on pose. Alors, vous n'allez pas me dire que pour établir l'infraction de détournement, il suffit d'avoir un témoin, parce que ça ne sera pas suffisant comme preuve. C'est vrai que la preuve en matière pénale est libre, comme contrairement en matière civile où c'est hiérarchisé, où c'est légal et hiérarchisé, mais en matière de détournement, il faut, par exemple, être ordonnanceur d'une dépense pour qu'on puisse établir que vous avez détourné, parce qu'à ce niveau-là, le budget qui est prévu verra déjà que, normalement, vous auriez dû mettre cet argent-là pour une direction, mais vous l'avez orienté à une autre. C'est ça déjà l'élément majeur par l'infraction de détournement. Donc, si vous prenez les autres éléments des preuves, là, c'est vrai que l'infraction peut toujours jaillir, mais ce sera très difficile de pouvoir établir. La raison pour laquelle vous avez vu dans le procès, au cours de l'audience, Vital Kamerhe vous dit « Moi, j'ai les pièces ». Parce que c'est à partir de ces pièces-là qu'on établira qu'effectivement, il a détourné. Pourquoi les avocats de la République n'ont pas contredit cet aspect-là? C'est là que j'appelle encore maître ici. Je pense que nous disons la même chose. Mais vous savez, quand on a déjà pris goût à contredire, même là où il n'y a pas de contradiction à faire, c'est comme ça qu'on se comporte. C'est pour ça que je vous dis que ce procès est une pure diversion. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui, dès lors que vous essayez d'actionner quelque chose contre un camp politique, on instrumentalise la justice, on utilise la justice. Dès lors que vous essayez de vous opposer à un camp politique, on instrumentalise la justice pour la simple raison que, Jean-David, je dois vous le dire, qu'on puisse organiser comme ça des procès de diversion. On le savait dès le départ. Excusez-moi, moi je me suis posé la question de savoir. Je vois par exemple Maître Nyabirungu et tant d'autres avocats qui sont dans la défense. Mais je me suis posé la question de savoir si vraiment Vital Kamerhe avait besoin de tous ces conseils-là. J'ai eu comme l'impression aujourd'hui qu'il a pris son destin en main. Ça me rappelle encore un film que j'ai déjà suivi ici, qu'on appelle « Jugez-moi coupable ». Donc, les avocats de Vital Kamerhe aujourd'hui avaient tout leur temps. Ils pouvaient même siester. Parce que, vous savez, quand vous prenez déjà la direction de la vérité, certes, l'issue du procès nous en dira plus, mais quand vous prenez déjà l'issue de la vérité, vous savez que ce qui se conçoit bien, se dit bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est sorti haut la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a constaté que ce procès ici n'était qu'une diversion. Voilà, une diversion. Maître Robert Kaenga, on a senti la difficulté dans le chef du ministère public de pouvoir démontrer toutes les accusations. Non. Et c'était complètement difficile. Oui, je ne veux pas d'abord, excusez-moi de répondre avec un bon co-débatteur de tout à l'heure. Je reviens encore pour dire que vous l'avez présenté comme avocat comme moi. Et donc, non, je suis juriste. Ah, vous êtes juriste, ok. Vous l'avez présenté comme juriste comme moi. Je crois encore en cette qualité, à sa qualité de juriste. Vous savez, il n'a même pas compris le procès. Nous sommes dans quel mode de commission de l'infraction? Nous sommes dans la participation criminelle. Nous ne sommes pas dans... Vital Kamerhe n'est pas l'auteur direct de l'infraction. C'est une infraction qui a été commise par plusieurs personnes, dont chacune des personnes a joué un rôle, sans lequel l'infraction ne pouvait pas se commettre. C'est le mode de participation criminelle. Donc, il est en train de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il dit, voilà, non, voilà, il faut commettre ça, il faut être un ordonnanceur, il faut être ça. Mais on peut ou ne pas être ordonnanceur, mais permettre à ce que l'infraction puisse se commettre, parce qu'on est revêtu d'un certain pouvoir.
Alors, je ne sais pas de quoi on parle exactement. D'abord, il ne sait même pas que nous sommes dans une infraction où il y a plusieurs personnes qui ont participé à la commission de cette infraction. Et plusieurs personnes, on ne vise que Vital Kamere. Pourquoi, Non, pourquoi ils sont à 3. Oui. Ils sont à 3. Oui. Il y a le chargé d'export-export de la présidence. Mouima. Mouima. Il y a M. Djamal et il y a M. Vital Kamere. Donc, il y a une participation criminelle. Alors, lui déjà, il peut nous dire quel est le rôle qu'avait chacun de nous pour commettre ces infractions-là. Nous n'avons pas tous ces éléments-là. C'est l'instruction qui va nous révéler. Mais Vital Kamere a demandé au tribunal de lui montrer le rôle qu'il a joué. Vous savez, pendant le débat, oui. Parce qu'il veut qu'on en parle, pendant le débat, Vital Kamere a reconnu d'abord que lui, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi on a payé l'argent avant la signature du contrat. Okay? Moi, je suis membre de la commission de passation de marchés publics au niveau du ministère de l'économie nationale. Et lorsque le contrat a été rejeté par l'autorité de régulation des marchés publics, vous ne pouvez pas engager de bons pour le paiement. Vital Kamere a dit poser la question au ministre du budget et au ministre des Finances. On lui pose la question plus tard. Mais n'est-ce pas vous avez signé un communiqué interdisant tout paiement des frais pour le compte de l'État? Il dit oui, j'ai sillonné plusieurs cabinets. Quand le gouvernement est réputé de missionnaire, c'est un moment où il y a beaucoup plus de vols. Voilà pourquoi nous avions suspendu tous les paiements. Mais comment on a pu bypasser ces décrets, cette décision que lui avait prise interdisant le paiement? C'est que c'est lui-même qui doit avoir dit, voilà, mais ça pour ça vous pouvez payer. Ok? Alors comment il a autorisé ce paiement? Alors voilà ce que nous disons. Nous sommes des juristes praticiens du droit. Quand il y a un procès comme ça, nous avons un autre regard. Mais je ne veux pas opiner sur l'instruction qui est en cours. Je veux simplement lui faire voir qu'il n'a pas le droit de dire que tel a pris la direction de la vérité, tel a pris la direction du coupable. Non. Et vous, pour revenir à votre question tout à l'heure, mais le ministère public a déjà suffisamment chargé Vital Kamere. Il y a de PV, il y a plus de 2000 pièces que le ministère public a amenées devant le juge. 2000. C'est le ministère public qui a amené ça. Alors, la difficulté du ministère public se trouve à quel niveau? Parce que les PV sont là. Et vous savez, le PV du ministère public sont des actes authentiques. Et Vital Kamere n'a pas contesté ces PV-là. Le PV d'audition devant le parquet général. Il n'a pas contesté ça. Donc ces PV-là valent jusqu'à présent. Donc c'est déjà une accusation. C'est avec ces moyens-là que le ministère public a ramené. Parce qu'en matière pénale, effectivement, la charge de la preuve incombe au ministère public. Il a déjà réuni ses preuves, plus de 2000 pièces, qu'il a déposées devant le juge. Et le juge est en train d'exploiter ces pièces-là. Alors, puisque Vital Kamere, lui maintenant, doit aussi prouver son innocence, dire voilà, les pièces que le ministère public a versées au dossier, tel élément, je ne connais pas, je dois apporter ma preuve, voilà ma preuve, voilà. Et c'est tout. Et les gens veulent signer les témoins. Voilà. Donc, ce débat de dire que c'est un procès de diversion, et c'est quand même curieux de voir que le MLC, aujourd'hui, soutient Vital Kamere, qui est notre allié. Et donc, ça, c'est quand même curieux. C'est cette sous-traitance politique dont nous dénonçons chez les MLC depuis des années. On sait que ça continue. Monsieur Christian Emango, que Vital Kamere ne voit pas déjà la victoire parce qu'il y a beaucoup d'audience. Non, il y a plusieurs chefs d'accusation qui portent sur Vital Kamere. Il n'y a pas que l'infraction de détournement, mais moi, je l'ai dit bien au départ, que si on devait effectivement mettre Vital Kamere devant les juges, ce n'était pas pour l'infraction de détournement. Et je pense qu'au vu de l'audience de ce jour, je ne suis pas juge, j'ai peut-être le droit, en vertu de ma liberté d'expression, de pouvoir dire ce que je pense, mais ma parole ne fera pas foi comme la parole du juge, parce que celle-ci est impérative. Alors, moi, je pense que ici, Maître m'a rejoint. C'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque nous parlons de l'infraction de détournement, ce sont les pièces. Et vous avez entendu ici, Maître, comme s'il était dans une plaidoirie où il n'a fait que parler des pièces. C'est ça d'abord qui est mis en valeur, qui est mis en avant. Donc, le procès ici qui concerne les pièces, à partir du moment où Maître dit qu'on a demandé à Vital Kamere si c'est lui qui avait pris le communiqué pour demander à ce qu'on ne puisse plus
procéder par des dépenses au niveau des ministères. Effectivement, il a répondu par l'affirmative à cette question, sur instruction du président de la République, comme il insistait toujours. Mais je pense que Maître ne va pas ignorer un fait ici que Vital Kamerhe a relevé, que même en prenant ce communiqué-là, nulle part, sinon on n'a qu'à l'opposer cette pièce-là. C'est un procès des pièces. Nulle part, il sera démontré que c'est lui. C'est vrai, il a été là peut-être pour, comment dire, il a été là pour, comment ça, demander à ce qu'on ne puisse plus faire des dépenses, mais jamais, au grand jamais, ah voilà, ça me vient à l'esprit, ça voulait m'échapper, il a été là pour demander des autorisations au niveau de la Direction générale de contrôle des marchés publics, là où Maître est en train de travailler, mais cela ne montre en rien que c'est toujours Vital Kamerhe qui a procédé par l'ordonnancement des dépenses. Nulle part. Or, le point focal, le point de départ où on doit trouver que l'infraction de détournement se trouve, c'est à quel niveau? C'est lorsque vous avez ordonnancé la dépense. Je veux terminer par là. Maître accuse le MLC. Encore que je n'en suis pas porte-parole, mais vous savez, quand on parle de l'honorable Jean-Jacques Mamba, on parle de Christian Emango, on voit tout de suite le MLC. Très bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Maître accuse le MLC de sous-traiter. Alors que moi, je dirais à Maître, peut-être que la mémoire est courte, mais je dois dire ici à Maître que c'est Jean-Jacques Mamba qui a été le seul député parmi les 500 à oser demander à Vital Kamerhe de se présenter devant l'Assemblée nationale pour s'exprimer pour la question des 100 jours. Vous savez de quel nom d'animaux on nous a traités ici dans cette ville et dans la République? Maître a la mémoire courte, il oublie vite. Je suis désolé, voilà, merci. mais ce sont les faits. Change, voilà, on change la thématique. Nous allons vous rappeler le 3 juin, lorsqu'il y aura la comparution des témoins. Assemblée nationale, nous changeons la thématique. Assemblée nationale, est-ce que l'essor des Kaboun est-il scellé? Tout à l'heure, on vient de suivre à l'Assemblée nationale l'honorable ou les députés national Tony Mwamba qui a relevé les irrégularités par rapport à la pétition. Mais cela a été battu en brèche par le député national Jacques Njoli et la pétition ou la motion de l'honorable Tony Mwamba a été rejetée, ce qui a même créé un peu des tensions au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous acheminons vers la chute du premier vice-président? Bon, tout de suite, on ne peut pas conclure à cela. D'abord, pour la simple bonne raison, est que monsieur, le premier vice-président Jean-Marc Abound a été élu parce que nous avons la majorité au sein du Parlement. Et donc, un député de l'opposition qui peut faire passer un tel acte par vote ne peut que s'attendre à un échec du fait de la majorité que nous détenons au sein de l'Assemblée nationale. Parce que la coalition, elle est la coalition FCC-CACH. Et oui, aujourd'hui, mais cette coalition, mais un certain temps, c'est comme si lui-même n'est pas en bon terme avec les coalisés. Non, vous savez, non, mais nous devons rester accrochés aux principes. Nous nous sommes mis d'accord sur des principes et sur des valeurs. Voilà comment on va faire. Madame Janine Mabunda sera la présidente. La coalition CACH aura le premier vice-président. Et nous, une autre tête. Et nous avons. C'est pas à eux de choisir malheureusement. C'est pas à eux de nous dire voilà, nous voulons telle tête. Non. C'est au président de la coalition, au leader de la coalition de dire voilà, tel sera à tel endroit. Et donc je pense que si nous avons encore le respect des accords politiques, je pense que cette pétition, qui n'est qu'une sous-traitance, parce que là, regardez au moins, on sait voir ceux qui sont contents. C'est une sous-traitance. C'est une sous-traitance. Parce qu'on ne peut pas... D'abord, vous savez, le président du MLC a dit que les députés du MLC ne peuvent pas prendre des initiatives à titre privé. S'ils les prennent à titre privé, ça n'engage pas le MLC. Puisque vous avez... Oui. Il s'est pris lui-même dans cette initiative-là, personnelle. Lorsque l'honorable Jean-Marc Abound fait une déclaration politique, il parle d'un montant de 7 millions. La question ne devait pas être posée à Jean-Marc Abound. La question devait être posée au bureau
de l'Assemblée nationale. Voilà, l'un de vous a dit ceci. Parce qu'il l'a dit dans le cadre d'un débat politique. Il ne l'a pas dit dans le cadre comme rapporteur de l'Assemblée nationale, pour engager sa propre responsabilité, ou la responsabilité de l'Assemblée. Mais puisqu'il y a des éléments, il a déclaré ça, la question devait être d'abord adressée à l'Assemblée nationale, donc au bureau, directement à la présidente. Voilà, Madame la Présidente, le premier vice-président, lors d'une émission, il a dit ça. Il appartenait au bureau de lui répondre, pas à l'individu Jean-Marc Aboun. Alors, il adresse sa lettre à l'individu Jean-Marc Aboun. Cette fois-là, oubliant qu'il a parlé en tant qu'acteur politique en dehors de les structures formelles. Parce qu'il n'est pas passé, il n'est pas passé à la télévision ou dans une émission comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Non. Il est passé d'abord comme député, comme acteur politique, réagissant aux propos d'un autre acteur politique, dans un débat tout à fait politique. Et dans ce débat-là, il a tenu des propos qui n'engagent pas l'Assemblée nationale. Mais si un député estime que ces propos-là méritent l'éclaircissement, il n'avait qu'à adresser sa lettre au bureau de l'Assemblée nationale, pas à l'individu Jean-Marc qui s'est comporté à un homme politique. Ça, c'est la première des choses. De deux, quand vous lisez le règlement d'ordre intérieur, lorsque quelqu'un a initié sa pétition, c'est lui qui doit expliquer le pourquoi de sa pétition. La moindre des choses, il ne peut que prendre la parole et expliquer cette pétition-là devant l'Assemblée. Il s'avère que les députés ne se retrouvent pas dans la salle au moment de la plénière. Ça, c'est la première des choses. De deux, pourquoi il n'est pas dans la salle? Parce qu'il a commis un faux. Il a tripatouillé les signatures de certains de ses collègues. Ce qui est un acte amoral et indigne d'un député national, qui ne peut pas se permettre, même si tu as besoin de faire écouler Jean-Marc Aboun, mais tu n'es pas obligé d'aller commettre des infractions pour ça. Et l'honorable Jean-Jacques Mamba, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, aujourd'hui, je le vois me soutenir par des gens que lui n'a jamais soutenus, parce que je ne le vois pas lui soutenir quelqu'un comme certains députés que j'ai vu parler à son nom, et connaissant son intelligence et sa moralité, ces députés ne peuvent même pas parler à son nom. Il a reconnu sur l'une des radios de la place que je n'ai pas été en contact avec tous les 60 députés qui ont signé ma pétition. J'ai fait confiance à quelques mes amis du PPRD et des autres partis et qui m'ont ramené les listes avec des signatures. Et donc, le juge aujourd'hui qui est saisi doit vérifier maintenant toutes les signatures. Voilà, doit vérifier toutes les signatures. Alors, comment, ce qu'a dit, comment on peut être là, le tribunal déjà saisi, en train d'instruire sur la pétition et à supposer, Jean-David, que la Cour de cassation arrivait à déclarer cette pétition-là fausse sur base de l'altération de la vérité qui est dedans. Quelle sera la suite de l'éviction de Jean-Marc Aboun? Voilà, je reviens. Monsieur Christian Emango, c'est une victoire pour vous parce qu'on voit, on a rejeté la motion du député national Tony Mwamba. Vous savez, ce n'est pas une victoire pour nous, c'est une victoire pour la démocratie. Et d'ailleurs, on vient même d'ordonner qu'on puisse lever toute poursuite contre exactement, les députés exactement, Jean-Jacques Mamba. Exactement. Donc, je disais que c'est une victoire pour la démocratie parce que lorsque Jean-Marc Aboun a été élu premier vice-président à l'Assemblée nationale, c'était au nom d'une majorité. Aujourd'hui, c'est la même majorité qui a voulu assez que en plénière, la pétition soit débattue. Alors, c'est déjà un pas que nous avons fait. Moi, je suis quand même écœuré de voir que Maître ici puisse d'abord commencer par dire que ce sont des aspects de sous-traitance, que ben voilà, le procès va évoluer. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que Maître est de l'UDPS? Ou est-ce que Maître est derrière les valeurs démocratiques de l'AVC, bon, qui est allié à l'UDPS. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas compris la philosophie même de la démocratie qu'on a voulu inspirer au sein de l'UDPS. Alors, que dire de ce... Pourquoi je le dis Pourquoi je le dis? Mais le procès ne va même pas arriver au niveau d'établir s'il y a le faux ou non. Le pénal tient... Jean-David, tient le Parlement. Le pénal, où est-ce que non? Le principe que nous avons appris, c'est le
pénal qui tient le civil civil en en état. état, sauf exception. Mais et cette Or, fois-ci, aujourd'hui, l'affaire est au niveau du pénal. Je vous dis, Pourquoi n'est pas l'affaire est attendre? au niveau du pénal. Pourquoi attendre jusqu'à Mais ce nous que- n'allons même pas nous esquinter les vertèbres pour chercher à savoir si le faux va exister ou pas. Parce que la procédure pour pouvoir arrêter l'honorable Jean-Jacques Mamba est déjà biaisée dans la mesure où le mandat d'amener qui a été lancé contre l'honorable Jean-Jacques Mamba dit clairement en son sein qu'à défaut de satisfaire à un mandat de comparution, voilà pourquoi on a recouru à la procédure de flagrance. Or, lorsque vous avez déjà entamé vous avez déjà actionné, mouvementé l'action publique, comment vous pouvez dire que ça a été en procédure de flagrance pendant que vous avez lancé un mandat de comparution? Flagrance, n'y avait-il pas? Encore que je dois souligner que ce mandat de comparution n'est jamais parvenu à l'honorable Jean-Jacques Mamba. Vous vous imaginez que nous sommes dans un État démocratique. On vient dans la maison d'un député national pour l'arrêter. Il faut le braquer une arme. Pourquoi? Manque de dignité. Et voilà, on va nous faire trop de bruit, que voilà, il y a eu un procès, altération de la signature. Mais moi, je veux dire à maître ici, qui se calme. S'ils veulent bien oser aller jusqu'à ce procès-là, il y a l'infraction des dénonciations calomnieuses qui existe aussi. Vous avez apposé votre signature quelque part. Des témoins l'ont affirmé. Étant donné qu'il y a même une commission au niveau de l'Assemblée nationale qui a été mise en place pour pouvoir faire la lumière dans cette affaire-là. Mais c'est quand cette commission-là a entendu d'autres députés qui ont témoigné que l'honorable Simon Piana avait signé, que le lendemain, on est venu vite l'arrêter. Encore qu'on doit nous parler de la flagrance. Mais quelle flagrance il y a? C'est quoi la flagrance en somme? La flagrance, c'est une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. On a altéré la vérité. Là où Jean-Jacques Mamba a signé, on n'était pas là. Et c'est quoi l'infraction qu'on est en train de le poursuivre? Le faux et usage, enfin, le faux en écriture et l'usage de ce faux-là. Mais il faut d'abord que nous puissions établir que la vérité n'a jamais été altérée parce que l'honorable Simon Piana a bel et bien signé la pétition. Donc je vous dirais déjà que au niveau de la procédure, vous savez, j'ai tant de choses à dire, mais le comble c'est que nous avons très peu de temps. Mais je dois vous dire ici que l'honorable Simon Piana, d'après les informations en ma possession, avait signé la pétition parce qu'il y a des témoins qui vont l'affirmer et qui l'ont déjà affirmé par ailleurs. Et même mais au niveau de Parlement, la procédure, voilà. au niveau de la procédure a été biaisée. Le Parlement en a constaté La procédure a été biaisée. C'est pour ça qu'une résolution a été votée en vertu de l'article 107 de la Constitution pour éviter qu'il y ait, à l'avenir, des brimades comme ça contre des députés nationaux. On va suspendre cette procédure-là et l'honorable sera là. La procédure a été biaisée. La procédure a été biaisée. La flagrance n'a pas été... il n'y a pas eu flagrance, c'est ce qu'il a dit, c'est ça? Tout à fait. Voilà. État de droit. Mais avec des violations en violation. Vous ne voyez pas que l'état de droit est en train de perdre sa valeur? Bon, d'abord, Jean-David, qui apprécie la flagrance? Ce n'est pas le prévenu lui-même. C'est l'officier du ministère public qui apprécie s'il y a flagrance ou pas. OK? L'officier du ministère public a estimé qu'il y avait flagrance. Pour des faits infractionnels très graves, quand même, pour un député national. Parce que, ici, on évoque seulement l'honorable... Jean-Jacques Mamba. Non, celui Kaboul, qui a... Non, Piana, OK. Piana. Mais il y a aussi un député qui n'est pas ici, mais qui a trouvé sa signature sur la pétition. Il y a trois députés qui contestent leur signature, c'est déjà quand même trop. Quatre qui contestent. Tous ces députés-là, et il y a toujours des témoins, ils ont signé, et maintenant ils refusent. Alors ils refusent pour les beaux yeux ou pourquoi? Alors, l'officier du ministère public a décidé d'aller par flagrance. Le prévenu est déféré déjà devant le juge. Il a demandé une remise pour lui permettre de se constituer son conseil, son droit de la défense. Et l'article 6 ou 7 de l'ordonnance sur la flagrance est clair. Et lorsque l'affaire n'est pas en état de recevoir instruction, le juge peut renvoyer. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, à la date du renvoi, certainement, l'honorable Jean-Jacques Mamba s'est constitué un collectif d'avocats et ils viendront pour l'instruction. Et c'est ça la procédure.
Ce n'est pas au prévenu de dire vous m'avez arrêté, ce n'est pas la flagrance. Mais ce n'est pas vous qui appréciez le fait. La loi ne vous donne pas la possibilité d'apprécier le fait. Seul le ministère public apprécie Voilà. s'il y a flagrance ou pas. Seul le ministère public. Alors, la toute dernière question, c'est là. On a presque fini. Je vais terminer avec vous. D'accord, merci. Mais tout à l'heure, ce qui vient de se passer, c'était prémédité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes allié à l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que de tels actes ne se reproduisent pas? je voudrais savoir qu'est-ce qui a été prémédité. Et donner conseil, c'est croire qu'il y a un événement qui a été prémédité. Non, il y a un événement, il y a eu des chamailleries. Non, passé à l'Assemblée nationale. Mais Jean-David, ça arrive dans beaucoup d'assemblées nationales. Même pas ici chez nous. Mais état de Même droit, il y a ailleurs, trop de ça plaintes. existe. Hein. Même ailleurs, ça existe. Mais ce que nous voulons que les opposants qui sont... Vous voyez quand même qu'un député de l'opposition, qui aujourd'hui se trouve un ami amoureux de député de la majorité, et dans une démarche privée qui n'engage pas même pas son parti, pour quel intérêt il va sur cette voie-là? Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il va gagner? À supposer qu'aujourd'hui, Terminé. qu'on inverse Jean-Marc Kabound et qu'on prenait l'honorable Tony Mwaba, qu'on fasse de lui premier vice-président. Qu'est-ce que l'honorable Jean-Marc Mwaba va gagner? Mais le vrai problème va demeurer. C'est le problème de 7 millions qu'il avait dit. Pourquoi le Jean-Jacques Bamba, le MLC, je crois qu'il a des sénateurs aussi. Il y a la question au Sénat de 4 millions ou 2 millions de dollars pour la réhabilitation. Pourquoi ils ne s'en saisissent pas aussi de ce dossier pour aller jusqu'au bout? Voilà, merci. Donc nous comprenons qu'il s'agit de la sous-traitance politique et ça, ce n'est pas responsable. La sous-traitance, Et un député qui commet un faux en écriture, Merci. il est indigne de porter... Monsieur Christian Emango, pour terminer, la sous-traitance. Je vais terminer très rapidement Oui. en disant que quand on doit parler de la flagrance, je vais dire ça en français simple et que l'opinion puisse comprendre que la flagrance est une infraction circonstancielle de temps. Excusez-moi que je puisse m'exprimer de cette manière-là. Parce que lorsqu'on parle de la flagrance, il faut réunir, à mon avis, deux circonstances. Il faut que l'infraction puisse se commettre ou qu'il soit en train de se commettre ou qu'il vienne de se commettre, mais il y a un élément qui nous échappe plus souvent, que cette infraction-là, il faut qu'il y ait la clameur publique sur l'infraction. Ça veut dire quoi? C'est comme ça se passe souvent dans nos quartiers. Vous arrêtez un voleur avant même que la police ne vienne, vous l'avez déjà entre vos mains. C'est ça qu'on appelle la clameur publique. La clameur publique, ok. Oh, Or, ici, quand le parquet se charge déjà de venir, nous avons un grand problème pour constater la flagrance à ce niveau-là. Et lorsqu'on parle de la sous-traitance, moi j'aimerais revenir encore ici pour dire à Maître qu'il le sache très bien qu'il y a peu, Jean-Jacques Mamba avait adressé des questions écrites pas seulement à Vital Kamerhe, mais à différents ministres du FCC. Voilà. Non, je vais souligner cela, c'est important. À différents ministres du FCC. Or, lorsqu'on a fait ça, c'est s'attaquer au FCC. À ce moment-là, on n'a pas parlé de la sous-traitance. Le cash était content, l'UDPS était content. Alors, il n'y a pas de sous-traitance qu'on arrête à ce leurre. Merci. On arrête à ce leurre. Pourquoi il n'a pas Il y a que des procès de diversion. Merci. Il y a que des procès de diversion qu'on est en train d'organiser. Voilà pourquoi vous essayez de vous attaquer à l'UDPS. C'est votre sort. On instrumentalise la justice pour pouvoir vous mettre en prison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas facile d'avoir deux juristes sur un même plateau. Il faut avoir des nerfs. Merci beaucoup à Maître Robert Kayenga, juriste cadre de l'AVC. Merci à vous, Christian Emango. Vous êtes aussi juriste, aussi assistant de Jean-Jacques Mamba. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. 18h. Ici, il est 19h, ici à Kinshasa, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Ochoko. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50, tout en respectant toutes les barrières, ainsi que toutes les barrières sanitaires pendant cette période. Que tout ce qui se passe en République démocratique du Congo ne vous fasse pas oublier l'ennemi commun que nous avons, coronavirus. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Très bien.